Printemps 1917. La bataille fait rage sur tous les fronts. De part et d'autre, les hommes tombent par milliers, chaque jour. Mais à Prêto-Vicmar, le ciel normand semble merveilleusement serein. Prêto-Vicmar, c'est un petit hameau perdu à l'intérieur des terres, pas très loin de Dieppe. Sur la route, un poilu se retourne vers la ferme qu'il vient de quitter. Sa femme se tient encore sur le pas de la porte, avec leur petit René dans ses bras. Monsieur Rimbourg regagne la boue des tranchées, autant dire l'enfer. Tout en foulant les pierres du chemin, il essaye de deviner quand aura lieu sa prochaine permission. Il compte déjà les jours. Mais monsieur Rimbourg ne reverra jamais sa femme, ni le petit René. Il sera tué avant que naisse son deuxième fils, André, le 23 juillet 1917. Et bien sûr, il ignorera toujours qu'André prendra bien plus tard le nom de ce village vers lequel il s'avance à grands pas. Un nom peinturluré en lettres noires sur une simple planche, dressée à l'entrée du hameau, Bourvil. Un chant d'étoiles pour clocher, 4 maisons, l'une après l'une, jouant dans l'ombre à chat perché. C'est mon village au clair de lune. Au-dessus d'elle, tout poudreux, le vieux moulin de la commune, plein de murmures d'amoureux. C'est mon village au clair de lune. Ce petit village qui s'appelle Bourvil, avec 2 L et un E, est le village où est née Madame Rimbourg. Après la guerre, la jeune veuve s'y installe avec ses 2 garçons, René et André. Elle y épouse bientôt monsieur Ménard, un brave agriculteur à qui elle donnera 3 autres enfants. Dans cette campagne assez rude, où les gens travaillent dur pour gagner peu, le jeune André Rimbourg connaît une enfance heureuse et sans histoire. Rien ne permet de le remarquer, sauf peut-être un certain talent pour faire rire aussi bien ses frères et sœurs que ses camarades d'école. Ce talent ne le quittera jamais, au contraire, il ne fera que s'accroître toujours davantage. C'était plus fort que lui. Georges Guettari. C'était fantastique, on aurait dit que ça faisait partie de sa respiration, de faire rire les autres, constamment. Je vais faire rire les gens, puis moi ça m'amuse de faire rire. Je crois que j'ai une nature comique depuis le temps qu'on me le dit. Mais à cette époque, le futur Bourvil ne sait pas encore qu'il a ce qu'on appelle une nature comique. Pour l'instant, il se contente d'aller sagement à l'école, où il travaille plutôt bien. Quant à ses jeudis, il les occupe à aider ses parents. Et ce n'est pas toujours très drôle, comme il le confie à un autre grand comique, son ami Louis de Funès. Moi, quand j'étais à la campagne, le jeudi, je restais chez moi, je restais à la ferme, et puis ça me changeait pas beaucoup. Hein, dès l'hiver, dis-moi. Hein? L'hiver. Qu'est-ce que tu as rigolé comme ça? L'hiver? Imagine-toi, à la campagne d'hiver, ça tombe à 4h, à 5h. Ah bah oui. Et alors, t'avais pas de télévision. Ah non, il n'y avait rien, ni télévision, ni radio, ni disque, rien. Un jour, les parents du futur Bourvil lui achètent un magnifique accordéon. Avec la patience et la ténacité qui le caractérisent déjà, André apprend tout seul à se servir des touches de l'instrument. Un autre jour, les Ménard lui offrent encore un phonographe. Désormais, André passe tous ses moments de loisir à tourner la manivelle de l'engin pour écouter 10 fois, 20 fois de suite la même chanson de Dranem ou de Maurice Chevalier. Ce sera son tout premier répertoire, car déjà André Rimbourg chante en public en s'accompagnant à l'accordéon. Mais quel public? Celui d'un baptême ou d'une noce, dans l'une ou l'autre des petites fermes avoisinantes.
Il ne pouvait pas se passer de chanter. Pierrette Bruno. Il ne pouvait pas se passer d'avoir son petit morceau de musique, de se jucher sur son tabouret, de prendre son accordéon et puis hop, de déchiffrer sa chanson. C'était terrible la place de la chanson dans la vie d'André. C'était la première, la toute première. Rien n'a jamais passé avant ça. J'apprenais un peu la musique. J'ai toujours aimé la musique. Et puis, à un moment, j'ai fait partie de la fanfare. Et je jouais de l'alto. En cuivre, hein. Alors le chef me disait, tu es content, tu fais ta note après. Tu fais 1, do, do, 1, do, si, do, do. Alors quand j'avais fait ça pendant 2 heures, ma mère me disait, tu nous casses la tête. André va sur ses 17 ans. Il a enfin compris qu'il n'avait pas la vocation d'instituteur, ni le goût des études en général. En fait, hormis la musique, il n'a pas de goût pour grand-chose. André décide de devenir boulanger. Ce n'est pas le travail manuel qui lui fait peur. Grâce aux durs travaux de la ferme, c'est maintenant un grand garçon très costaud. Tout le monde parlera plus tard de son incroyable force physique. Mais André n'est pas seulement un athlète. Il ne manque pas non plus d'un certain charme. Il n'était pas beau. Annie Cordy. On ne peut pas dire qu'il était beau. Mais il avait une certaine grandeur. Moi, je trouve qu'il était beau, en fait. Je finissais par le trouver beau. Mais le dernier à croire qu'il pouvait posséder un semblant de charme physique, c'est bien Bourvil lui-même. Il faudrait que je passe à la salle de maquillage pour être un beau gars. Puis, c'est pas sûr qu'on réussirait. Pourtant, un soir de bal, le charme de Bourvil agit. À moins que ce ne soit le charme de ses chansonnettes ou de son accordéon. Car à cette époque-là, jugé sur sa bicyclette, André se rend dans tous les bals des environs pour faire danser les autres. Et voilà qu'un soir, une jeune fille néglige tous les danseurs pour se contenter de le regarder, lui, qui joue sur son accordéon les derniers succès de Fernandel. Désormais, André n'accordera plus un seul regard à une autre femme. C'est l'amour de sa vie. Pierrette Bruno. C'est son amour de jeunesse. Il l'a rencontré au bal où il faisait danser avec l'accordéon. Il a rencontré Jeanne tout jeune. C'est un amour de jeunesse. Pour André, Jeanne sera le seul amour de sa vie. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo dardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. André n'a pas encore pris conscience de sa vocation ni de ses qualités de fantaisiste. Mais l'envie de chanter devant un vrai public le démange chaque jour un peu plus. Et un soir, dans un cabaret de Rouen, il reçoit le choc de sa vie. Sur la scène, à quelques mètres de lui seulement, se produit le chanteur qu'il admire par-dessus tous, le modèle dont il essaye d'imiter depuis longtemps le fameux sourire chevalin. Cette nuit-là, tout en préparant ses baguettes de pain, l'apprenti boulanger n'arrête pas de fredonner le succès qu'il vient d'entendre. Au petit matin, sa décision est prise. Si Jeanne est d'accord pour l'attendre, il ira tenter sa chance dans la capitale. Il suivra l'exemple de sa vedette préférée, Fernandel. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être maçon. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace,
c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, il est beau et me va comme un gars. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Sur le quai de la gare de Dieppe, 2 ou 3 mois plus tard, un groupe de quelques personnes agite leurs mouchoirs devant un train qui s'ébranle en direction de Paris. À une fenêtre du convoi, tout ému et cachant mal ses larmes, celui qui s'appellera bientôt Bourvil. Il a 19 ans, mais ce n'est pas encore le départ pour la grande aventure. Car Bourvil a beau se sentir l'âme d'un artiste, il n'en est pas moins normand. Il a les pieds solidement campés sur terre. Et il veut d'abord se débarrasser de son service militaire. Il devance donc l'appel. Ceci lui permettra de choisir son arme et de se retrouver dans une fanfare où il pourra continuer de jouer du piston. De ce piston qu'il emmène avec son accordéon pour tout bagage. Ensuite seulement, il se lancera dans l'aventure parisienne. Je vous disais tout à l'heure qu'il m'arrivait de boire un petit coup dans ma tournée de garde champêtre, mais je ne me saoulais jamais. Oh là là, non, non, la conscience professionnelle, non, non, jamais. Quand même, une fois, je me souviens, j'étais pas sous, mais j'avais l'impression qu'on me prenait des croche-pieds. J'étais pourtant tout seul, et puis alors, j'étais tombé la tête dans un trou. Ah, vraiment, j'ai pas de chance. J'étais là, à plat ventre, comme ça, la tête dans un trou, on n'y voit rien, c'est embêtant. Je ne pouvais pas arriver à me dégager. Pendant 2 heures comme ça, c'est pénible. Ah, là, à un moment, j'ai eu une volonté. Je suis lancé à l'arrière, là, pouf. Je me suis retrouvé assis. Mais j'avais toujours la tête dans le trou. Ah, ben, alors, j'ai commencé à se faire. Et je me relève, je marche, et j'avais toujours la tête dans le trou. Ah ben je dis, elle est bonne celle-là. Et je marchais, je voyais rien, la tête toujours dans le trou. Heureusement qu'il y a un gars du village là, qui m'a rencontré, qui m'a fait, hé là-bas, l'antivol, parce qu'il m'appelait l'antivol, forcément, n'est-ce pas? Il me dit, hé l'antivol, qu'est-ce que tu fous avec ta tête enfoncée dans ton tambour? D'instinct, Bourvil a donc trouvé la veine qu'il exploitera toute sa vie. Il jouera les imbéciles, avec un tel brio qu'on se demandera souvent s'il le fait exprès. Mais peu importe, pour lui, le principal est de faire rire. Il avait besoin de ça dans la vie. Annie Cordy. De s'éclater, de faire ses bourvilleries, comme il disait. Il en avait un besoin fou. Il avait ce besoin de s'éclater, de rigoler, de faire rire au premier degré. Il n'allait pas chercher le deuxième, c'était déjà trop loin, il n'en avait rien à faire, et il avait bien raison. André Rimbourg a maintenant 23 ans. Il a quitté sa Normandie, où l'attendra Jeanne, pour venir partager avec son frère une chambre que celui-ci loue rue de Clichy. Je pense qu'il a eu des difficultés, comme tout le monde. Lucien Privat, qui doublera Bourvil au cinéma. Il racontait des fois des choses comme ça, mais oui, bien sûr, ses difficultés, mais ça le faisait rire, quoi. Il en voulait à personne. J'aurais pu vivre du métier que je faisais. J'en ai fait 36, alors j'étais pas embarrassé. Il arrive toujours un moment, quand vous laissez votre métier pour prendre celui-là, vous mangez toujours un peu de vache enragée, ça c'est normal. Mais cette vache enragée, il faut la manger pendant 5 ans. Disons 7-8 ans. Et après, quand vous voyez que ça ne marche pas, il ne faut pas insister. Il faut revenir dans votre métier. Mais quand on n'en a pas, alors là, c'est grave. Après son premier passage à l'Alhambra, Bourvil écrit à Jeanne de le rejoindre. Cela fait 7 ans qu'il est amoureux d'elle. Il se marie le 23 janvier 1943 et s'installe rue des Laitières à Vincennes.
Un minuscule appartement au 7e étage sous les toits. Bourvil commence à toucher régulièrement quelques cachets, mais ce n'est pas encore le Pérou. Il a commencé comme ça avec ses petites chansons, et puis il en a tellement bavé. René Guillemet, qui fut un ami intime des Bourvil. Parce qu'il n'était pas tellement riche au début. Hein. C'était le début de sa carrière, là, dans les cabarets. Ça plaisait au public. Je sais qu'il a fait le boulanger, et puis il a frotté des parquets, ça aussi. Ce qu'il avait surtout aussi de bien, il n'avait pas peur de dire qu'il avait été malheureux, ce qu'il avait fait. Ses premiers métiers, il n'avait pas honte de le dire. Je me rappelle, j'ai commencé en 1942, puis à la Libération, j'ai commencé à être connu. Et ça a été pour moi une révélation formidable, parce que je me suis rendu compte que lorsque le gros public a quelqu'un qui les fait rire, il se rue au guichet pour prendre cette part de rire qui est comme une nourriture. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. Je vois ce qu'il y a comme déception et misère autour de moi. Des gens qui ont quand même un petit talent, qui n'arrivent pas à vivre de ce métier. Les gens, ils ne voient que les principaux. C'est comme dans les coureurs cyclistes, on ne voit que Bobet, Anquetil, et puis Van Looy, et puis 10 coureurs. Mais ils ne voient pas les autres qui arrivent toujours les derniers, qui gagnent difficilement leur vie. On ne voit que le beau côté, mais on ne voit jamais les coulisses dans notre métier. La vie d'artiste n'est pas toujours drôle. Bourvil sait de quoi il parle. En cet été 1952, il fait une tournée de cabaret à Cannes, mais devant des salles pratiquement désertes. Le fantaisiste ne fait plus courir les foules et, depuis quelque temps, le cinéma l'oublie. C'est alors qu'un artiste célèbre revient des États-Unis. Quand je suis revenu de Hollywood, où j'avais tourné Un Américain à Paris, et Francis Lopez Raymond Vinci et le directeur de l'ABC, M. Mitty Goldin, sont venus chez moi à Cannes pour me proposer La Route fleurie. Georges Guettari. Et Bourvil était justement en tour de chant à Cannes. Et nous sommes allés le voir. Je vous jure qu'il y avait 35 personnes dans la salle. Bourvil était presque tombé. Il avait cette fameuse chanson Les Crayons, et il était complètement tombé au point de vue standing. Mais il n'avait pas trouvé le matériel nécessaire, les chansons nécessaires pour qu'il puisse remonter ou encore aller plus haut au point de vue végétarien. Et il était tombé. Bourvil passait alors au Palais des Festivals. Et quand un soir, en quittant la scène, il aperçoit dans les coulisses ces trois grandes l'opérette, l'idée ne l'effleure pas un seul instant qu'ils se sont spécialement déplacés pour lui. Bourvil ne croit plus en son étoile. Il ne croit même plus au succès de ce qu'il pourrait entreprendre. À l'époque, en 52, il était un peu dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'il avait fait une ou deux opérettes qui n'avaient pas très bien marché. Annie Cordy. Et là,
Vinci l'avait proposé pour le rôle dans La Route Fleurie, avec Guettari, qui était à l'époque une immense vedette. Et moi qui débutais, je fais donc la connaissance de Bourvil en tant que partenaire. Et je dois dire, un être anxieux comme c'est pas permis. Comme il venait de faire 2 opérettes qui n'avaient pas marché, il se disait, mon Dieu, pourvu que celle-là marche. Et je me souviens que nous répétions, et entre les répétitions, nous allions boire un verre, et je lui disais, Dédé, est-ce que tu crois que ça va marcher? Il dit, personne ne rira avec ce qu'on dit là. Bourvil s'inquiétait bien à tort. Dès la première représentation, La Route Fleurie est un véritable triomphe. On joue bientôt à guichet fermé. Unanime, la critique hisse Bourvil au même rang que Guettari. Le public lui réserve d'interminables ovations et c'est désormais d'un cœur léger que le fantaisiste peut évoquer les difficultés de la vie d'artiste. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, La vie de patapatacho. c'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galettes, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Cette mansarde divine, où l'on a 2 ateliers, Nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher. nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois. Le jour où l'on déménage à la cloche de bois. Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner, Toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier. mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso. Et beaucoup plus populaire que Victor Hugo. Saint-Saint, c'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galettes, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des lettres partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, 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 Quelle vie alors. c'est la vie de bohème. Ce triomphe dure 4 ans à raison de 9 représentations par semaine. 4 années terriblement chargées, donc pendant lesquelles le fantaisiste trouve encore le moyen de tourner une dizaine de films. Cette fois, Bourvil a le vent en poupe. Le succès ne le quittera plus. Mais contrairement à ce que s'imagine parfois le public, ce succès prodigieux n'est pas uniquement dû à la chance. Pendant les répétitions, il était intraitable. Georges Guettari. Il répétait, il travaillait d'une façon fantastique pour mettre au point une situation comique. Il répétait, jusqu'à ce que ça soit vraiment au point. Et quand c'était au point, alors peut-être il se permettait quelques petites fantaisies qui ne faisaient qu'améliorer la situation comique. Cette volonté de perfection, cette puissance de travail, Bourvil en fera preuve tout au long de sa carrière. Bien sûr, derrière son masque d'homme naïf et légèrement demeuré, cette discipline intransigeante ne transparaît pas. Mais c'est elle qui lui donne l'aisance nécessaire pour rattraper, quand cela se produit, les défaillances de certains camarades et les transformer aussitôt en gags irrésistibles. Dans La Route Fleurie, on avait un numéro qui s'appelait Daga, 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 Tsouin, Tsouin, qui était, comment dirais-je, un sketch sur Padam Padam de Piaf. Annie Cordy. Et un jour, j'ai eu un trou de mémoire, mais vraiment un trou de mémoire. Alors là, ça a été... Alors il me regardait, moi j'étais paniquée, je dis mais qu'est-ce que je dis? Alors il s'est retourné dans le public, il dit, vous savez comment elle a un trou de mémoire. Et ça a commencé. Il a commencé à raconter sa vie, et moi j'étais pliée en deux, je pleurais, mais j'arrivais pas à me souvenir de ce que je devais dire. Et la scène a continué, il a pris le public à témoin, madame, oui, elle a toujours un trou au même endroit, enfin oui, je vous en passe, et des meilleurs.
À la fin de La Route fleurie, Bourvil a 39 ans. Il a aussi 5 opérettes et 18 films à son actif, un très beau résultat. Mais ce n'est pas un homme à qui le succès tourne la tête. S'il déménage de la rue Goujon pour s'installer boulevard Suchet, c'est tout simplement parce qu'il lui faut de l'espace. Depuis le 18 mars 1953, la famille s'est agrandie d'un deuxième garçon, Philippe. Et s'il achète une propriété à Montainville, c'est pour respirer plus souvent l'air de la campagne et non pour épater les amis. Car en dehors de rares intimes, il n'y recevra personne. Bourvil a donc tout pour être heureux. Cependant, il travaille sans relâche afin d'améliorer son métier et de ne jamais décevoir son public. C'est une responsabilité de vouloir faire rire des gens à qui on demande en plus de payer à leur place. Et je me souviens d'un souvenir que j'ai, je vous dis donc, au début dans Pacifico. Pierrette Bruno. Il était vraiment au top de la gloire. Et un soir, je rentre dans sa loge. Il était allongé sur son divan et il pleurait. Il avait les larmes aux yeux. Et moi, ça m'a surprise. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, je sais pas. Parfois, j'ai un cafard terrible. Et cette espèce de sensibilité fantastique qu'il avait faisait que, au moment vraiment le plus heureux de sa vie, il avait quelque chose quand même qui le tourmentait sans savoir quoi. Cette émotion qu'il étreint si souvent pour un oui ou pour un non, Bourvil va essayer de la communiquer à son public. Timidement. Ce sera d'abord à l'occasion d'un tour de chant avec ce monologue nostalgique. Ça vous fera rien de pas bousculer? Le trottoir, il est bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi, je veux la voir, la mariée. Bon, on la verra tous les deux. Il suffit de se tasser un peu et ça se goupille sans s'imagrer. Chut, faites pas de bruit, j'écoute la musique. Ils se sont payés du Beethoven. C'est dommage que le grand paravent il fasse un petit peu hermétique. Sans ça, je crois qu'on entendrait tout. Enfin, faut pas demander le Pérou, hein. Attention, attention, lève-la. Oh, parce qu'elle est belle, la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Le marié, sûrement qu'il en rien pas de sentir poser contre son bras une petite main aussi légère. Pourvu qu'il ait la bonne manière pour la conduire comme une amie, tout là-bas, jusqu'au bout de la vie. Pour un peu, j'irai lui parler. Je lui dirai, puisque tu as la chance de posséder un tel trésor, fais attention, joue pas au fort. Quand c'est dans les mains que ça vous passe, il suffit d'un rien pour que ça casse. Regarde là, avec son voile blanc. C'est comme un ange, tant qu'elle est belle. Mais un ange, vu que ça a des ailes, ça peut facilement foutre le camp. Tâche de la tenir contre ton cœur. Et s'il lui fait une belle musique, comme elle trouvera ça magnifique, elle n'en écoutera pas ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai à raconter, moi? C'est pas moi le père du marié. Vaut mieux reculer, faire de la place. Faut saluer, c'est la joie qui passe. Vive la mariée! Vive la mariée! Tout le monde est parti. C'est fini. Et puis soudain, c'est la révélation. D'autres que Bourvil croyaient à sa faculté d'émouvoir le public. Claude Autant-Lara, par exemple. Il lui confie l'un des premiers rôles à côté de Gabin dans la célèbre Traversée de Paris. Médusé, le public découvre un Bourvil qu'il ne soupçonnait pas. Émouvant, attachant. La critique lui fait un triomphe. Bourvil reçoit le Grand Prix d'interprétation au Festival de Venise. Désormais, sans pour autant rompre avec un certain comique populaire, Bourvil tournera des films d'une qualité supérieure à tous ceux qu'il tournait avant la Traversée de Paris. Hormis quelques exceptions, dont Bourvil n'est pas le seul responsable. Vous savez, c'est pas toujours facile de choisir un film dont on est sûr que ce sera quelque chose de vraiment valable. Michel Morgan. À l'époque où je tournais beaucoup, on signait très souvent un contrat sur une idée de départ. Et puis on demandait à des scénaristes très connus d'écrire le scénario. Et on mettait en scène d'y travailler aussi. Et puis au moment où on commençait à tourner, on s'apercevait quelquefois que le scénario n'était pas tout à fait ce qu'on avait cru au départ. Et on était embarqués. C'est comme ça que ça se passait souvent. Un an après la Traversée de Paris, Bourvil rencontre Michel Morgan.
Et nous avons tourné 2 films ensemble. Nous avons tourné Fortuna, qui était un très joli film sur l'occupation, et Le miroir à 2 faces. Alors, dans Le miroir à 2 faces, il avait un rôle moins sympathique. Et il était merveilleux d'ailleurs, mais Bourvil dans un rôle pas tout à fait sympathique, c'est quand même pas pour lui, je trouve. Dans Fortuna, il était éminemment sympathique et ça lui allait merveilleusement bien. Sa composition dans Le miroir à 2 faces est en effet assez inattendue. Bourvil y présente un visage que le public ne lui connaît pas, un visage que seuls quelques intimes ont pu soupçonner. D'ailleurs, il faisait peur quelquefois, André. Annie Cordy. Il faisait peur. Même en jouant quelquefois, en chahutant, il faisait peur. D'ailleurs, je crois que Michel Morgan, elle en a parlé. Je crois que quand elle a tourné avec lui, au moment de la scène où il va la violer, je crois pas, elle a eu vraiment peur. Parce qu'il avait une telle force, et le regard était tellement dur que je crois qu'elle a dû avoir vraiment peur. Malgré la consécration du comédien par le Festival de Venise, la presse n'est pas toujours très tendre envers Bourvil. Avec La jument verte d'Alex Joffé, il se fait érater par la critique. On le traite de pitre grossier. L'évêque de Tulle obtient même l'interdiction du film en Corrèze. Avec La bonne planque, une pièce de Michel André, où l'on retrouve Pierrette Bruno, on parle cette fois de grossière pantalonnade, et un académicien Goncourt déclare même, sans crainte du ridicule, « Une époque qui rit à Bourvil est capable du pire ». Mais Bourvil se moque de ses jugements d'esthète. Ce qui lui importe par-dessus tout, c'est de faire rire les autres, que ce soit le public ou ses amis. Je m'amusais toujours. Gérard Horry. C'est une opérette, je crois, à l'Alhambra à l'époque, où il chantait « C'est nous qui sommes les abeilles, bis bis ». Et moi, ça m'amusait tellement, il faisait des gestes d'abeille avec ses coudes. Quand on tournait, je disais « Fais-moi l'abeille ». Alors on allait dans un coin du décor, sur une route, et puis il chantait la chanson pour moi. On était là tous les deux, et moi je riais. Et on entendait Bourvil qui me disait « C'est nous qui sommes les abeilles, bis bis ». Et il était heureux de me voir rire, vous voyez. En effet, Bourvil a besoin de voir rire les gens. C'est pour lui un besoin vital, autant qu'un plaisir. Aussi ne s'en prive-t-il pas. Ce qu'il avait surtout, c'est quand il venait dîner le soir, c'était de raconter des histoires. René Guillemet, qui tenait un café près du Théâtre des Nouveautés, où Bourvil jouait dans La bonne planque. Ça, les histoires, il aimait raconter ça à ses amis. Mais des histoires très piquantes. Ça alors, c'était très gaillard. Et parfois, Bourvil ne résiste pas au désir d'amuser ses partenaires avec des plaisanteries qui ne sont pas toujours dans le texte de la pièce. Au théâtre, il avait des crises de rire, quelquefois avec les comédiens. Jean Lefebvre. Mais il respectait toujours le public. S'il riait en scène, il fallait que le public soit au courant de ce qu'il a fait. Et ça m'est resté. Bien sûr, avec de tels suppléments au programme, le public est ravi. Aux yeux de Bourvil, voilà ce qui compte. On saluait le soir, hein, on se prend la main pour saluer. Pierrette Bruno. Quand il entendait les applaudissements qui crépitaient, il disait « ça va, ils sont contents ». Et il ne vivait que pour ça. André vivait pour 2 choses, hein, sa femme, ses enfants et son métier. Hein. Ce qu'il voulait, c'est que les gens qui payent leur place en aient pour leur argent et qu'ils sortent pas mécontents. J'aurais dû prendre un rendez-vous, mais je me suis décidée brusquement parce que c'est urgent. Vous comprenez? C'est urgent? Oui, très. Et si vous pouviez me recevoir immédiatement, je... Ben, je peux. Oh, vrai? Oh, c'est merveilleux. Oh, moi qui me préparais à attendre mon tour pendant des heures. Mais madame, vous n'êtes pas chez un dentiste? Ah non, mais il paraît que ça défile chez vous, monsieur Perrin. Ça défile? Oui, ah, que voulez-vous? C'est la rançon du succès. Mon Dieu, madame, il m'arrive d'avoir mon petit succès comme tout le monde, mais ça ne va pas jusqu'à provoquer un défilé. Oh, vous êtes trop modeste. C'est
C'est ici que vous allez me recevoir. Hein? Bah oui. Parfait, parfait. Je me déshabille. Pardon? Non, je vous demande si je me déshabille. Mais je viens de Bourges exprès pour ça, monsieur Perrin. Ces rires, Bourvil va les entendre longtemps encore, car il vient de retrouver un camarade qui jouait un tout petit rôle dans l'un de ses films 10 ans plus tôt. Et entre ce Par la fenêtre et la cuisine au beurre, on a refait un film ensemble qui s'appelait Poisson d'avril. Gilles Grangier. Il y avait 2 petits rôles dans le film, qui étaient l'un Maurice Biraud, qui jouait un marchand d'articles de pêche, et l'autre qui était De Funès, qui jouait un garde-pêche. Et je dois dire qu'on sentait déjà dans Bourvil de Funès, on sentait ce que ça allait pouvoir devenir. Lorsqu'il était comédien, Gérard Houry a été 2 fois la victime de Bourvil. Dans le Passe-Muraille, où Bourvil le giflait à travers les murs, et dans le Miroir à 2 faces, où Bourvil finissait par l'abattre d'un coup de revolver. Les temps ont bien changé. Devenu metteur en scène, c'est maintenant Gérard Houry qui fait courir Bourvil, à travers toute l'Italie. Quand j'ai eu l'idée du Cornio, j'ai été trouver 2 amis. Gérard Houry. Il y avait 2 rôles, le Cornio et puis l'autre. Et j'ai été trouver 2 amis au Fouquet's. Je leur ai donné rendez-vous au Fouquet's et je leur ai raconté la petite idée que j'avais, qui était l'idée du Cornio, ce voyage à travers l'Italie. J'ai raconté ça à Bourvil et à De Funès. Bien que, naturellement, le tandem Bourvil-De Funès n'ait pas, à l'époque, existé, puisque, en fait, c'est un petit peu moi qui l'ai créé. Et, comme je le dis toujours, réunir 2 comiques ensemble, c'est pas forcément gagné d'avance. Bourvil et De Funès auraient pu être l'eau et le feu, et en fait, ça a été l'huile et le feu. Le film obtient un tel triomphe que, dès l'année suivante, les 2 compères se retrouvent dans une seconde réalisation de Gérard Houry, La Grande Vadrouille. Et c'est de nouveau le succès, au-delà de toute espérance. Rien qu'en France, les 2 films totalisent 23 millions d'entrées, un record dans les annales du cinéma français. C'est aussi beaucoup de joyeux souvenirs pour les 2 comiques qui ont une façon particulière de se témoigner leur amitié quand ils se rencontrent. Bonjour Louis, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Oui, t'es toujours artiste? Oui. Ah, dis donc. Ça m'étonne toujours, ça. Ah oui? Enfin, merci. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Il y avait une très grande complicité qui s'était établie entre eux. Gérard Houry. Et ils s'amusaient beaucoup ensemble. Bourvil était un homme d'une gaieté absolument irrésistible, qui n'arrêtait pas de rire, de raconter des blagues, d'une vitalité absolument formidable, parce qu'il faisait beaucoup rire De Funès dans la vie. Bon, De Funès a un humour dans la vie tout à fait différent. Bourvil faisait rire De Funès faisait rire Bourvil, ils étaient tout le temps dans des coins en train de bavarder. Entre Le Miroir à 2 faces et La Grande Vadrouille, c'est-à-dire en un peu moins de 10 ans, Bourvil a tourné 21 films. Beaucoup d'entre eux mériteraient de longs commentaires. Mais le voici déjà dans une nouvelle opérette avec Annie Cordy, Wawa. Et ce qui étonne quand on parle de Bourvil, c'est son étonnante facilité pour passer du drame le plus profond à la comédie la plus futile. Mais autant il aime rire et voir rire les autres, autant il éprouve le besoin de provoquer parfois des émotions plus subtiles. Derrière son masque de paysan lourd et borné, Bourvil est un homme à double visage. Bourvil, c'était un grand solitaire. Annie Cordy. Par exemple, nous étions en tournée. Vous savez, la tournée, quand on a fait une tournée de province, ça rapproche beaucoup tous les comédiens. Mais, par contre, il déjeunait ou il dînait tout seul, à une table. C'était très curieux. Alors que nous étions toujours une bande de copains, on déjeunait ou on dînait ensemble. Lui, c'était le loup solitaire, il se mettait à une table à part et mangeait. Et on tournait au studio à Épinay, et il ne venait jamais à la cantine. Jean Lefebvre. Et je lui dis, pourquoi tu viens pas dîner avec moi à la cantine?
Il me dit parce que je n'aime que la cuisine de ma femme. Il adorait sa femme. Il me disait, tu vas comprendre pourquoi, et un jour je vais t'inviter dans ma loge à manger la cuisine de ma femme. Et j'étais stupéfait, je suis arrivé dans sa loge, il avait son petit réchaud, il avait sa gamelle, et il faisait réchauffer sa petite cuisine que sa femme lui avait préparée la veille. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Mais par ses autres chansons, ses opérettes, la plupart de ses films, Bourvil s'est surtout fait connaître sous l'aspect du pitre. Celui qui fait rire la foule par les moyens les plus douteux. Ses grandes compositions dramatiques de La Traversée de Paris, du Miroir à deux faces ou des Bonnes causes, un certain public les considère comme autant d'exceptions confirmant la règle. Pour ce public, Bourvil reste le pitre. L'artiste le sait. Il en éprouve une sorte de complexe. Car il savait qu'il faisait rire au premier degré. Annie Cordy. Et où il se sentait gêné par ce premier degré, c'est au cours des générales. Les générales, où nous avons le tout Paris qui vient nous voir. Alors le tout Paris ne rit qu'au deuxième degré, c'est bien connu, voyons, ou au troisième à la rigueur. Alors là, il se sentait très mal à l'aise. Voilà un garçon, il perdait 60% de ses moyens. De la peur, du trac, de l'anxiété de voir ce tout Paris. Il tremblait devant le tout Paris. Ce tout Paris qui, par snobisme, cherche à l'enfermer dans son image conventionnelle de pitre, Bourvil veut le bousculer. Lui montrer qu'il est capable de jouer dans d'autres registres que ceux de la grosse farce ou même de la comédie dramatique. Constamment, alors qu'il court ainsi le danger de perdre son public, Bourvil cherche à travailler de nouveaux personnages. Et en plus, il avait, pour moi, le désir de faire des choses qui étaient différentes toujours. Jean-Pierre Mocky. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Il m'a demandé un jour de lui présenter Jean-Paul Sartre parce qu'il voulait jouer du Sartre, alors qu'il jouait des comédies du genre Wawa. Or, on ne pouvait pas imaginer qu'un être pareil ait envie de jouer avec Jean-Paul Sartre. Bourvil ne jouera pas du Jean-Paul Sartre. Mais c'est avec Jean-Pierre Mocky, sans nul doute, qu'il réussira ses trois plus étonnantes compositions. Dans un drôle de paroissien, La Grande Frousse et Les Talons. Trois films qui ressemblèrent chaque fois à une aventure. C'était un type qui, pour moi, a été admirable. Jean-Pierre Mocky. Puisque lorsque je l'ai rencontré, j'étais un débutant et un monsieur qui était la grande vedette du moment a accepté de risquer à la fois son salaire et, si vous voulez, sa réputation dans cette histoire de pilleur de troncs qui était finalement complètement à l'opposé de son public. Or, il a pris ce risque. Non seulement il l'a pris, mais en plus, il ne l'a pas pris pour de l'argent, puisqu'il était en participation. Si l'opération ratait, il touchait rien, ni au point de vue fric, et il risquait de se foutre sa carrière par terre. Des ennuis de santé, jusqu'à présent, Bourvil n'en a pas connu. Il me disait, je m'inquiète parce que je ne suis jamais malade. Jean Lefebvre.
Et je pense souvent à ce qu'il me dit, je suis jamais malade, je me dis, un jour il faut que j'aille voir un toubib parce que c'est pas normal. André, il avait misé la carte de la durée. C'est-à-dire que le rêve de sa vie était de vivre vieux. Pierrette Bruno. Et alors, quand on partait en tournée, il emportait le sac avec la diététique. C'est-à-dire qu'il mangeait le germe de blé, la levure de bière. C'était un homme qui aimait bien boire, qui ne buvait pas, qui aimait fumer, qui ne fumait pas. Et alors, il a eu, n'est-ce pas, ce sentiment d'injustice. Parce que lui, il se privait de tout pour durer. Il avait peur de la mort. Jean Lefebvre. Et il m'a dit, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est avant. C'est la souffrance avant la mort. Il dit la mort, quand on souffre, c'est une délivrance. Ou alors il dit, je voudrais mourir comme certains acteurs d'un seul coup. Sur scène, sur un plateau, tombé comme ça. Nous sommes en 1967. Bourvil a des engagements jusqu'en 1975. Il n'a guère le temps de s'écouter. Seuls quelques intimes remarquent de temps à autre qu'il paraît fatigué ou moins enjoué que d'habitude. Il se plaint aussi parfois de ce gros bouton sur l'oreille qui le gêne un peu. Mais à l'en croire, ce n'est rien de grave. Un médecin lui ôtera ça d'un coup de bistouri. Et quand on l'interviewe, il se déclare le plus heureux des hommes. J'ai la chance d'avoir une femme et 2 enfants qui me donnent beaucoup de satisfaction. Mon métier pour lequel j'ai une passion. J'ai l'air d'avoir une bonne santé. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Début 1968, Bourvil se fait retirer ce bouton qui le gênait sur l'oreille. On envoie le kyste à l'analyse. Quand le comédien va lui-même au laboratoire chercher les résultats, le médecin laisse échapper une petite phrase anodine, « maladie de Kaller ». Puis il se reprend aussitôt, « Non, rien de grave ». Mais le comédien a enregistré. De retour chez lui, il ouvre un dictionnaire de médecine. Personne n'assiste à la scène. Mais on peut imaginer la réaction de Bourvil quand il découvre ces quelques petites lignes. Maladie de Kaller, maladie liée à la prolifération anarchique des cellules de la moelle osseuse. Autrement dit, le cancer. Septembre 1970. Bourvil se prépare pour sa dernière tournée. Une tournée qu'il souhaitait beaucoup plus tardive. Il a 53 ans. C'est pas juste, murmure-t-il parfois. Plus rien ne peut le dérider, cet homme qui aimait tant rire. Pas même le souvenir des jours heureux où l'on riait, où l'on gueuletonnait à la bonne franquette. Tout cela se recouvre peu à peu d'un voile grisâtre. L'après-midi, souvent, on prenait la voiture et nous allions faire une virée en voiture. Lucien Privat. Le soir, on allait au théâtre. Quand nous étions à Lyon, il m'a emmené déjeuner chez la mère Brasier, il m'a emmené chez Léon, il m'emmenait partout, quoi. Comment voulez-vous que je n'adore pas un homme comme ça ? Le 23 septembre, la radio diffuse la nouvelle. Bourvil est mort à 1h du matin. Pour des millions de personnes qui formaient son public, c'est la stupeur, le deuil. On voit mourir des grands artistes, mais ce qu'on fait pour André, ce que l'on a fait pour André, cette tombe qui ne désemplit pas. Pierrette Bruno. Jeanne me disait, Jeanne c'est sa femme, me disait l'autre jour, jamais depuis qu'il est mort, je me suis retrouvée une seule fois seule sur sa tombe. Il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est formidable. Parce que c'est l'homme, là, qu'on va voir. Et par exemple, si c'est la Saint-André, elle me dit, je trouve des coussins de rose. On vous aimait, on pense à vous. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.
Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.